Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale pour le journal du mercredi 8 juin. Le 5e festival du théâtre amateur de Souston se tient jusqu'à ce jeudi à la salle Roger Hanin. La semaine dernière, c'est la troupette des impros locaux qui a ouvert cette édition. Ce groupe a présenté son premier spectacle qui mêle des sketchs souvent à la limite de l'absurde et des passages improvisés. C'était la première fois que la troupette des impros locaux proposait un spectacle écrit, puisqu'il se consacrait jusqu'alors aux improvisations. Ce changement a été amorcé par l'arrivée d'une nouvelle metteuse en scène en avril 2015. Je suis arrivée, je les ai aidés à terminer le spectacle sur lequel ils étaient, et à partir de la rentrée de septembre, on a décidé de partir sur une nouvelle création. Alors ils ont eu très peur au début, ils avaient peur de ne pas connaître le texte, de ne pas le retenir, de ne pas être capable de le donner tel qu'il était. Après quelques tâtonnements, les comédiens se sont habitués à ce changement et reconnaissent les points positifs du théâtre classique. On a l'impression que la patte commence à prendre et que le travail quand même que l'on avait d'improvisation nous permet quand même d'aller vers des textes assez facilement. Encore qu'on a des mémoires de poisson rouge, mais ça... Ça faut pas le dire parce que ça se voit pas. Alors que de l'impro, c'est très difficile. Nous sommes peu nombreux à être sur scène. Nous sommes à peu près 4 à intervenir constamment et 2 qui restent un peu plus figés. Donc le nombre nécessitait d'avoir quelque chose de plus joué. Voilà. Le spectacle présenté à Souston était organisé autour d'un fil rouge, celui de Madeleine, qui raconte ses souvenirs à son fils. Des sketchs et chansons rejouaient alors sur scène les histoires que raconte la vieille dame. C'est vraiment une personne, dès que ça doit aller vers des choses un peu plus dures, elle essaie de revenir. Non, il y a eu la guerre, c'est pas grave, il est revenu vivant. Ma mère est partie, c'est pas grave. Moi, elle a fait ça, c'était romantique, elle a voulu suivre son amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de toujours très positif et voilà, qui arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment ces moments de scène et de chansons. Entre les scènes écrites, les impros locaux sont tout de même revenus à leur premier amour, l'improvisation. Ils tenaient vraiment à continuer à intégrer un peu d'improvisation dans leur spectacle. Surtout quand on s'est mis à travailler au tout début, quand je suis venue leur proposer de monter un spectacle entier. Ils disaient, mais l'improvisation, on s'appelle les impros locaux, on a envie, c'est notre identité, on a envie de la garder. Donc après, il a fallu essayer de trouver des improvisations qui pouvaient s'intégrer au spectacle. La soirée se termine par une grande improvisation dans laquelle les comédiens doivent placer des phrases choisies par le public avant le spectacle. Il pleut comme une vache qui pisse. Nous finissons dans une grande envolée où effectivement le public nous suit puisqu'ils attendent qu'on dise la phrase qu'ils nous ont donnée. Et les phrases, c'était, je sais pas, le perroquet vert à chanter 3 fois, ou ça peut être des trucs comme ça, quoi. Donc il faut arriver à le placer. Pour nous, c'est quand même un bonheur de faire ça, surtout d'improvisation. Mais le public n'est peut-être pas averti pour ne voir que d'improvisation. Mais ce qui nous intéresse à nous en premier, c'est d'enchanter un public et de le faire rire. Et le public a ri, charmé par les personnages et les passages improvisés. C'est impressionnant, je pense que ça peut être encore beaucoup mieux maîtrisé, mais c'est le principe de l'improvisation en fait, c'est très très compliqué, ça dépend de plein de choses, et c'est quelque chose qui maîtrise en règle générale, donc voilà, enfin moi c'est quelque chose que je ne m'essaierai pas du tout, mais justement je leur laisse et je préfère que ce soit eux qui le fassent que nous, mais c'est toujours impressionnant. Ouais. C'était la deuxième représentation de ce spectacle qui sera aussi joué à Pau ou encore à Bordeaux d'ici à la fin de l'été. Mardi dernier, le Soustonnais Pierre Lesgard a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. À presque 95 ans, ce soldat de la Libération est revenu pour nous sur le parcours qui lui a valu cette décoration. J'ai fêté ma remise de décoration qu'on appelle la Légion d'honneur. Ça représente pour moi un grand honneur, inattendu. J'ai 95 ans et je ne m'attendais pas à cet âge à recevoir une pareille distinction. Je suis né à Souston, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et à 14 ans, j'ai été admis dans une école militaire d'enfants de troupe à Billon, dans le Puy-de-Dôme. Et j'ai été admis dans cette école parce que j'étais pupille de la nation. Mon père était mort des suites de la guerre, de tuberculose,
Il est décédé, j'avais 8 ans, et je devais, ayant reçu un enseignement assez approfondi dans mon école primaire, je devais à l'armée 5 ans d'engagement au Maroc. J'y suis resté 4 ans à peu près avec les soldats marocains. Et puis en 1942, les Américains ont débarqué au Maroc et je me suis trouvé incorporé dans l'armée américaine. À partir de là, bien, j'ai fait de l'instruction militaire avec mes canons. J'étais dans un régiment d'artillerie de montagne. Nos véhicules transporteurs, c'était des mulets que nous appelions en arabe des brels. Les Anglais, par exemple, nous dénommaient la Royal Brel Force. Eux, ils avaient une armée de l'air prestigieuse qui s'appelait la Royal Air Force. Et alors nous, on peut se moquer, nous étions la Royal Brel Force. J'étais donc dans l'artillerie, j'étais sous-officier et j'apprenais à des plus jeunes le maniement du canon de 75 de montagne pendant un bon moment. Je n'ai pas fait des actions particulièrement glorieuses. Il m'est arrivé quand même de débarquer en Italie. J'ai suivi des campagnes de Naples jusqu'à Florence, par la montagne, avec mes mulets comme transporteur de matériel. C'était difficile parce que le mulet, c'est quand même une bête, je ne dirais pas capricieuse, mais enfin, il obéit moins facilement qu'une mécanique à essence. Les soldats qui étaient sous mes ordres pour actionner le canon, bon, c'était une quinzaine, mais ce n'était pas un régiment complet. Nous avions des fois des escarmouches à affronter contre les nazis et il y avait du danger des fois. Nous avons eu peur. Mais enfin, pour moi, ça s'est bien passé. Il y avait la ligne Gustave qui était là, au nord de Naples et de Rome. Et c'était une ligne de défense allemande, la ligne Gustave. Et ils étaient là pour défendre leur territoire en Italie. Et nous étions là, en face, pour les déloger de ce territoire en Italie. Oui, nous avons réussi, parce que là, c'était le 10 mai ou le 11 mai, ça a été une déclaration de guerre totale sur toute la ligne Gustave qui traversait l'Italie. Les Allemands étaient là et nous devions les déloger. Et alors le 11 mai, le 10 mai, le jour J, à l'heure H, c'était les termes employés, nous avons déclenché le feu. Moi, avec mes canons de 75, d'autres avec des canons 155
il y avait beaucoup de canons derrière nous pour déloger les Allemands de leurs repères. Et vraiment, il y avait beaucoup de feu, je veux dire, de tirs de canon. On peut dire que le ciel était tapissé d'acier, les obus qui passaient, ça sifflait, ça canonnait. Certains obus tombaient autour de nous. J'ai eu la chance de passer à côté. Et voilà. Et nous avons réussi à déloger les Allemands de la ligne Gustave et d'autres. Et nous avons avancé péniblement parce que les nazis s'accrochaient. Ils perdaient des points sur divers corps de bataille. Et l'Italie était un endroit où ils s'accrochaient. Et nous étions là pour les décrocher. Ce que nous avons fait. Oh oui, c'est la plus grosse bataille. Enfin, après, il y en a eu d'autres, mais de moindre ampleur, de moindre importance que ce déclenchement du 10 mai ou 11 mai. Nous avons continué nos combats en Italie. Nous étions là du côté de Rome, la ligne Gustave, et nous avons avancé dans les sentiers montagneux à pied dans la rocaille vers Florence, vers le nord. Ça a duré quand même quelque temps. Comment ça se gère? On est là, on est dans l'armée et on est aux ordres du commandement. On ne regarde pas notre âge, on a un travail à faire, on a reçu une formation pour actionner efficacement nos canons de 75 de montagne, et puis on ne pense à rien d'autre. On fait son boulot. Voilà. Et puis un jour, on nous dit, ça y est, vous allez arrêter là, à Florence, et retour en France. Nous sommes revenus vers Naples, nous avons pris des bateaux et des chalands de débarquement, ces chalands à fond plat qui emmagasinent une trentaine de bonshommes. Et le moment venu, ces chalands se précipitent vers les côtes françaises, puisque c'est ces côtes-là que nous recherchions. Le fond du bateau s'aplatit, on a vu ça à la télé, et nous, on sort de là-dedans en courant vers la plage. Mais on n'est pas toujours à pied sec. Ces chalands de débarquement sont parfois stoppés par un monticule de sable qui est en dessous et qui les bloque. Mais on est obligé de descendre et de sortir. C'est ce que nous faisions. Il nous arrivait de débarquer les pieds dans l'eau, bien sûr, mais avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Des fois, à pied sec, ou presque. Voilà, ça c'était les aléas de nos débarquements. Non, mais il y a des choses qui m'avaient marqué pendant la guerre. Quand je le dis, ça fait sursauter un peu les gens. Il m'est arrivé, soldat, avec mes mulets,
d'être obligé d'abattre un mulet. Parce que ce mulet, ayant sauté sur une mine dans un sentier muletier de montagne, était inapte pour le service parce que trop gravement blessé. Ce mulet, il nous a fallu l'abattre. Et puis, nous l'avons mangé. Nous l'avons mangé, le mulet. Je me suis retrouvé en Haute-Savoie, dans la montagne avec nos mulets. Et puis, on sentait aux informations, on apprenait que les Allemands commençaient à perdre pied un peu dans leur force. Et puis, à Bramance, plus quel jour, nous avons appris que l'armistice avait été signé. La capitulation des armées allemandes locales. Ah bah. Alors là, bravo, chapeau, bravo, et nous avons repris, pas notre liberté, mais notre tranquillité, parce que on ne tirait plus en face de nous. Les Allemands avaient baissé les armes. Je suis rentré à Soustons. Et je connaissais, quand j'étais au Maroc, une charmante personne, ma Jacqueline. Nous nous sommes mariés peu de temps après. Ça paraît curieux d'abord, tous mes enfants que j'ai vus petits, et puis qui ont maintenant, qui sont des grands-pères et des grands-mères pour certains. Et c'est des émotions importantes. Je leur ai raconté tout ça. Et j'ai même écrit un livre intitulé « Des souvenirs pour vous ». Pas pour les gens, parce que je ne l'ai pas édité, mais c'est pour mes enfants. Et hier, j'étais très heureux de les avoir rassemblés autour de moi, tous beaux, jolis, en train d'admirer le papa se faire décorer de la Légion d'honneur en me disant bon, est-ce que je la mérite? Est-ce que je la mérite? Il faut croire que oui. L'autorité supérieure a pensé que je méritais cette distinction et me l'a présentée et m'a décoré hier de la Légion d'honneur. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition du journal de TV Souston, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.